Le collectif des organisations de la société civile demande au gouvernement de faire la lumière sur la manifestation du 10 avril dernier ayant occasionné mort d'homme. Détail dans cette édition. La nouvelle stratégie 2016-2021 de Water Air de Niger a été présentée ce matin au cours d'un atelier organisé par le REGIA. Précision également dans ce journal. Mercredi 12 avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la radio, de la télévision Labari. Dans une déclaration ce mercredi, le collectif des organisations de la société civile demande le limogeage des responsables des forces engagées pour réprimer les manifestations des scolaires étudiants et étudiantes du lundi 10 avril, aussi pour défendre l'école publique. Ces organisations de la société civile appellent à une marche citoyenne le 19 avril, résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'est avec déception que le collectif des organisations de la société civile a condamné la répression violente des manifestations des élèves et étudiants par les forces de l'ordre le 10 avril dernier à Niamey et dans certaines régions. À peine 2 jours après l'interpellation du gouvernement par les députés nationaux au sujet de la situation particulièrement grave qui traverse l'école publique nigérienne, les manifestations des élèves et étudiants, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, sont venues montrer aux yeux du monde entier que les autorités en place n'ont finalement aucune réponse concrète aux légitimes revendications des acteurs du secteur de l'éducation, en dehors des discours creux et de la répression policière. En effet, alors que les manifestations des élèves et étudiants était tout à fait prévisible depuis l'ultimatum lancé par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Les autorités en place, convaincues que les forces de l'ordre se feraient le devoir de contrecarrer toute action de protestation dans les rues, n'ont engagé aucun dialogue avec les responsables de cette organisation, préférant ainsi laisser les élèves et étudiants sortir dans les rues de Niamey et des villes de l'intérieur du pays, se mesurer à des éléments de force de l'ordre équipés de tous les matériels nécessaires à la répression et visiblement très déterminés à en découdre avec les jeunes frères et sœurs. Ainsi, ce collectif des organisations de la société civile condamne avec la dernière énergie l'usage disproportionné de la force contre les manifestations scolaires et estudiantines du 10 avril 2017, dont le bilan officiel dressé par les autorités fait cas d'un étudiant tué, de 88 blessés et de 313 interpellés. Présente ses condoléances les plus attristées, sa compassion et sa solidarité aux familles et aux proches des victimes de cette répression barbare d'un autre âge et souhaite bon rétablissement aux blessés. Dénonce vigoureusement l'hostilité manifeste des autorités en place à l'exercice légitime et légal de la liberté de manifestation consacrée par les instruments juridiques internationaux et la Constitution du 25 novembre 2010, ainsi que leur propension maladive à user de la force brute contre les manifestants non armés, réaffirmant devant l'opinion nationale et internationale sa détermination à s'élever contre l'usage disproportionné de la force, dont est devenu coutumier le régime en place à Niamey et qui a entraîné plusieurs fois depuis 2011 mort d'hommes et atteinte à l'intégrité physique des manifestants. Exprimant sa profonde indignation devant le discours méprisant et mensonger dépité par des autorités gouvernementales qui cherchent par tous les moyens à s'exonérer de toute responsabilité par rapport au drame survenu sur le campus universitaire de Niamey et plus généralement par rapport à l'état de déliquescence du système éducatif nigérien. Rappel aux éléments de force de l'ordre qu'il est dans leur intérêt, chaque fois qu'ils sont envoyés sur le terrain pour réprimer des manifestations pacifiques, de garder à l'esprit qu'ils sont au service des citoyens et non d'un quelconque gouvernement et que leurs responsabilités individuelles et collectives restent engagées en cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des manifestants. Dénonce
les violations exercées par les forces de l'ordre à l'endroit des journalistes et les exhorte à continuer à accomplir avec courage et détermination leur mission d'information du public. Exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations du 10 avril 2017 et la rouverture de tous les campus universitaires fermés, et apporte tout son soutien aux élèves et étudiants ainsi qu'aux enseignants qui luttent courageusement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que pour l'amélioration de l'école publique nigérienne aujourd'hui en toute déliquescence. Dans le souci de dénoncer la répression violente des manifestants et pour défendre le droit à l'éducation au Niger, le collectif des organisations de la société civile appelle à une marche citoyenne le 19 avril prochain. Une autre réaction toujours par rapport à cette situation, celle de Noufou Arzika qui s'est dit indigné par l'attitude du gouvernement actuel à vouloir résoudre le problème d'existence des étudiants nigériens. On l'écoute. Aujourd'hui, il est pour moi inadmissible qu'une telle situation arrive aujourd'hui en 2017 dans notre pays, que l'on considère que les gens, on peut tuer des étudiants comme ça et puis aller continuer ses fonctions sans problème. Personne ne perd rien du tout, c'est fini. Non. Je pense que le président de la République doit se faire raison garder. Même le général Ali Chebou, qui était militaire à l'époque, il est un militaire, c'est vrai, il venait d'être élu président de la République. Et en 90, il était élu le 10 décembre 1989. Il a prêté serment le 18 décembre 1989. Et on a eu les événements du 9 février, donc moins de 2 mois après son investiture. Mais même lui, quand il y a eu un tel événement, il a pris des mesures immédiates en termes de mesures conservatoires pour qu'on puisse être dans la position de traiter le cas de ceux qui ont commis cette bavure-là. Mais aujourd'hui, on semble nous faire comprendre que les gens ils connaissent tout le monde, ils savent tout et ils sont capables de trouver les formules par lesquelles ils peuvent contourner que même lorsqu'il vient à commettre des bavures aussi graves, il peut venir faire de gros mensonges comme celui que j'ai vu hier le ministre de l'Intérieur par intérim en train de raconter sa vie. Il faut dire que le monsieur a chuté, on ne dit pas dans quelles conditions, mais on dit qu'il s'est relevé lui-même et il s'est librement remis à la police pour que le porte secours. Mais c'est tellement gros. Comment on peut avoir une telle chute et avec une telle blessure et avoir jusqu'à le temps d'agir librement ou pas? Ça m'a fait rire, parce que je sais que ce n'est pas la réalité de l'homme que je connais. Donc ça veut dire que quand on ment, ça ne marche pas. Il faut simplement être correct. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à ce méga mensonge et croire que le pays peut avancer comme ça. Ce n'est pas possible. Donc la situation là doit être clarifiée. On doit mettre en place un dispositif qui va permettre de clarifier tout ce qui s'est passé et les responsables doivent être châtiés. On ne peut plus continuer à nous dire, comme le 9 février, on va encore continuer à traîner. 9 février, il n'y a pas eu justice, on n'a jugé personne. Le 10 mars 1994, on n'a jugé personne. On a simplement tenté de vouloir faire une sorte de dédommagement des familles. Mais c'est pas ça le plus important. C'est justement parce qu'on n'a pas sanctionné jusque-là que les gens se permettent de considérer qu'ils ont le droit, quand ils viennent dans le cadre de ces genres de choses, ils peuvent même ordonner qu'on puisse tuer les gens. Et quand on dit qu'on a violé les franchises universitaires, on a demandé, c'est avec l'autorisation, disons, à la demande du directeur. Quand est-ce qu'une affaire qui s'est passée dans les conditions que nous avons suivies là, quand est-ce qu'il y a eu tout ça jusqu'à ce que le recteur soit dans la situation d'être là en train de demander de venir intervenir pour qu'on fasse. Parce que les étudiants ont dit, c'est vrai, le comité directeur a donné, a lancé un mot d'ordre sur 3 jours. Il a invité toutes les sections à essayer d'entreprendre un certain nombre d'activités dans les 3 jours, mais sans qu'ils ne puissent déterminer même une action identique à tout le monde. Et les étudiants sur le campus n'étaient même pas en train de s'organiser à faire quoi que ce soit. Ils étaient en réunion comme ils ont dit. Ça veut dire que la police les a trouvés même sur les lieux pour les bloquer, pour même empêcher, même s'ils ont l'intention de sortir, donc qu'on puisse les confiner dans les locaux. On n'a jamais vu ça. Ce n'est jamais arrivé. Et voilà, aujourd'hui, ça arrive avec les démocrates. Noufou Arzika, que vous pourrez d'ailleurs suivre en partie magazine. Avant la suite de ce journal, je vous donne lecture de ces communiqués de presse.
Le bureau du Conseil économique, social et culturel CESOG a tenu une réunion extraordinaire élargie au président des commissions permanentes hier mardi 11 avril 2017 afin d'examiner la situation préoccupante de l'école nigérienne. Après une analyse approfondie des derniers développements qui ont découlé, le CESOG exprime sa très vive préoccupation et appelle toutes les parties prenantes à la retenir et à mettre tout en œuvre pour un apaisement du climat social à l'école. Aussi informe-t-il l'opinion nationale que la réunion a donné mandat au président de l'institution, M. Moussa Moumouni Jarmokoy, pour investir personnellement auprès de l'ensemble des acteurs en présence afin de ramener le calme et la sérénité dans le secteur. Par ailleurs, c'est avec consternation que le bureau de CESOG a appris la dernière attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram contre une position des forces de défense et de sécurité à Guesquerou, dans la région de Difa, soldé fort heureusement par la victoire éclatante des FDS. Le bureau du CESOG félicite, soutient et encourage les FDS pour leur engagement sans faille à combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Signé le président Moussa Moumouni Jarmokoy. Un autre communiqué de presse, cette fois-ci du SNES Niger. Suivant attentivement la situation des pluies délétères qui connaît l'école publique nigérienne depuis la rentrée académique 2016-2017, le bureau exécutif national du SNES Niger dénonce la brutalité avec laquelle les élèves et les étudiants ont été réprimés, dénonce la désinvolture avec laquelle les questions de l'école nigérienne sont traitées par le gouvernement, dénonce la fermeture des campus universitaires de Niamey et de Maradi, recommande aux forces chargées du maintien de l'ordre de faire preuve de plus de professionnalisme afin d'éviter les abus constatés, demande au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour un retour au calme dans le secteur éducatif meurtri par les grèves et autres manifestations des scolaires et des enseignants, demande la réouverture immédiate des campus universitaires de Niamey et de Maradi ainsi que la libération de tous les scolaires arrêtés, apporte son soutien à l'ISN dans sa lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants et lui demande d'éviter tout acte de vandalisme au cours de ces manifestations, apporte son soutien aux journalistes de la presse audiovisuelle du privé et particulièrement aux journalistes du groupe Canal 3 ayant fait l'objet d'agressions de la part des policiers alors qu'ils ne faisaient que son travail, se réjouit de l'ouverture d'une enquête comme l'a annoncé le communiqué du gouvernement et exige qu'elle soit transparente afin que toute la lumière soit faite sur ces événements malheureux du 10 avril 2017. Présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Fait à Niamey le 12 avril 2017 pour le Ben SNES, le camarade secrétaire Chebou Dambaji. Un autre communiqué de presse. Depuis la rentrée scolaire et universitaire à 2016-2017, il prévalait un climat de tension entre les syndicats du secteur de l'éducation et les pouvoirs publics en charge des questions y afférentes. Cette atmosphère a entraîné plusieurs mouvements de grève des enseignants et des scolaires avec souvent des manifestations qui se transforment en affrontements avec les forces de l'ordre. Ces événements, caractérisés par des suspensions des cours à tous les niveaux, ont une incidence incertaine sur la qualité de l'enseignement dispensé. Pire, ils font peser un risque réel d'une année académique scolaire blanche. C'est le lieu ici d'encourager le gouvernement à préserver dans les différentes démarches entreprises pour trouver un compromis avec les syndicats. C'est aussi le lieu de féliciter l'intérêt manifesté par le Parlement en initiant un débat sur les questions de l'éducation. Cependant, le dimanche 9 avril 2017, le comité directeur de l'Union des scolaires ISN rendait public un mot d'ordre dans lequel il invitait l'ensemble de ses sections à effectuer des sorties dans un esprit démocratique sur toute l'étendue
du territoire national du lundi 10 avril au mercredi 12 avril 2017. Pour l'APR, l'esprit démocratique imprimé par ces sorties soulignait le caractère pacifique des manifestations projetées. Malheureusement, ces dernières ont été réprimées violemment avec comme conséquence mort d'hommes, des blessés dans une situation très critique, des arrestations et c'est dans une situation de violation des franchises universitaires. Pour l'APR, absolument rien ne peut justifier au Niger l'emploi d'une telle violence pour maintenir ou rétablir l'ordre. Aussi, préoccupé par l'avenir de l'école nigérienne toujours en souffrance et ayant l'esprit de la paix et de la cohésion nationale, l'APR condamne l'usage abusif de la force dans les opérations de maintien de l'ordre, demande au gouvernement et aux structures scolaires et syndicales de privilégier le dialogue dans la résolution des différends. Appelle l'ensemble des forces vives de la nation en général et les partenaires de l'école en particulier à un sursaut national pour se pencher de manière résolue sur le sort de l'école nigérienne. Demande au gouvernement de prendre les mesures idoines allant dans le sens de l'apaisement en vue d'une reprise immédiate des cours. Enfin, présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Fait à Niamey le 12 avril 2017 pour l'APR, le porte-parole Ousseini Salatou. Toujours dans le même registre, très préoccupé par les affrontements violents entre les scolaires et les forces de l'ordre, le 10 avril, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a dépêché une mission d'investigation sur ces événements. La mission a rencontré les différentes parties concernées. Au terme de cette mission, la CNDH rend la déclaration dont je vous propose de suivre un extrait. La CNDH présente ses sincères condoléances à la famille du disparu et à la communauté universitaire et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Condamne la violation des franchises universitaires. Condamne fermement ces cas d'atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique et morale et au droit à la propriété. Condamne le non-respect systématique des principes régissant le maintien de l'ordre. Demande au gouvernement la réouverture immédiate du campus en vue de créer les conditions pour un déroulement régulier et normal des activités académiques. Demande aux scolaires de bannir tout esprit de vengeance et de destruction des biens publics et privés et les exhorte à reprendre les cours en vue de sauver l'année scolaire. Demande l'ouverture d'une information judiciaire afin de situer les responsabilités et que chacun réponde de ses actes conformément à la loi. Demande que le maintien de l'ordre s'effectue avec professionnalisme et dans le strict respect des droits et de la dignité de la personne humaine. C'est pourquoi les forces de l'ordre doivent davantage bénéficier de renforcement de capacités axés essentiellement sur les droits humains. Quant aux étudiants, ils doivent concilier l'exercice du droit de manifestation sur la voie publique avec le respect des principes de l'état de droit en privilégiant le recours aux structures et personnes morales à même de les aider dans l'aboutissement de leurs légitimes revendications. Pour une solution consensuelle du différend sur l'aide sociale. L'aide sociale est un appui aux étudiants non boursiers négocié en 2009 de manière consensuelle au bénéfice des seuls étudiants de l'UAM. Avec l'avènement de cette autre université, et en tenant compte du nombre sans cesse croissant des effectifs des étudiants devant bénéficier de cet appui, la CNDH convie toutes les parties prenantes autour d'une table de négociation franche pour une solution consensuelle et immédiate. D'ores et déjà, la CNDH offre, comme par le passé, ses bons offices pour le dénouement d'un dialogue franc, durable et appelle les parties prenantes à la retenue et à l'apaisement de la situation sécuritaire. La CNDH salue le courage et la détermination avec lesquels nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont mis en déroute les éléments du groupe Boko Haram suite à l'attaque des positions de Guesquerou, Bultunguru. La CNDH souhaite un propre rétablissement aux blessés, exhorte les FDS à davantage de vigilance et appelle les populations à plus de collaboration.
Je vous donne lecture de cette brève avant la suite de cette édition. Le mot d'ordre de suspension de toutes les activités académiques est reconduit pour 72 heures et demandant aux camarades de prier pour le repos de leur très cher camarade Bagale Malan. Le jour de l'enterrement sera communiqué ultérieurement. Signé le secrétaire général adjoint du comité directeur de l'USN, Yaye Jibo. Changeons à présent de registre. Dans le cadre du programme pour le dialogue en Afrique de l'Ouest, la Fondation Konrad Adenauer a organisé hier après-midi une conférence débat sur le thème « La migration et ses défis, quelles perspectives pour les jeunes ?» Le résumé de cette conférence avec la rédaction Labari. Il s'agit à travers cette conférence débat autour du thème « La migration et ses défis, quelles perspectives pour les jeunes ?» de cerner avec les jeunes principaux acteurs de la migration les différents contours de ces phénomènes pour ainsi élaborer des propositions pour relever ces défis. Quand la migration touche au milieu des problèmes des jeunes, nous avons dit qu'il faut qu'elle rencontre beaucoup de jeunes pour qu'ils puissent discuter directement avec elle. Comme nous avons trouvé que normalement la jeunesse n'a pas trop d'opportunités ici de discuter avec les parlementaires. Je voudrais bien que Mme Klöckner s'aperçoive quels sont les problèmes des jeunes, qu'elle réalise qu'est-ce que les jeunes veulent ici avoir présenté comme solution de leurs problèmes. Qu'est-ce que les jeunes demandent aussi de la politique? C'est pourquoi il se trouve aussi un député sur le podium. Un phénomène qui pourtant est régi par des textes juridiques. Dans le cas de la migration illégale, l'ignorance est le premier facteur. Quand vous arrivez en France, mais quel genre de vie vous attend, vous qui êtes plombier chez vous? Tout au plus, vous resterez vigilant. Et quand vous êtes dans une situation irrégulière, c'est que vous ne pouvez même pas travailler légalement. Vous allez vous retrouver avec 150 €. Je suis resté en France, 150 €. Souvent, on vous donne 150 € pour être barman, pour être dans les petits cafés. Avec 150 €, vous ne pouvez même pas vous loger. Beaucoup m'ont dit aujourd'hui, l'économie de la région d'Agadez repose sur la migration irrégulière. Parce que les gens vivent de ceci, les gens vivent de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, pour des raisons de pauvreté, lorsque quelqu'un vend de la drogue, il faut fermer les yeux parce qu'il nourrit une famille? Est-ce que pour des raisons de pauvreté, lorsque quelqu'un vole, il faut accepter, malgré que le vol soit une infraction pénale? Le trafic illicite de migrants est une infraction pénale. Quand vous la commettez, au même titre que le vol, le viol, l'escroquerie, vous prenez, comment on appelle ça, vous tombez dedans. À cette conférence, plusieurs panels ont été présentés et a suscité un débat fort enrichissant entre panélistes et participants pour endiguer le phénomène de la migration. Je l'annonçais en titre, ouverture ce matin d'un atelier de lancement de la nouvelle stratégie 2016-2021 de WaterAid Niger. Ces derniers contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers un meilleur accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Assouma Osedou et Cheb Gisso pour le compte rendu. Cet atelier marque le lancement de la nouvelle stratégie 2016-2021 de WaterAid. Elle contribuera à trouver des solutions durables aux problèmes en eau potable et assainissement, notamment dans les zones rurales. Le fait de n'avoir pas accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement tue nos enfants, tue des mères en couche, fait que des enfants qui devraient être à l'école pour étudier et être les porteurs du développement de ce pays dans le futur, n'arrivent pas à le faire ou ne restent pas à l'école, etc., etc. Donc je crois que nous en sommes tous conscients et qu'il y a des efforts à travers le plan que le gouvernement a mis en place, le PROCEA. Il y a énormément d'efforts, mais il y a besoin, comme j'ai dit, il y a urgence. Et donc c'est dans ce cadre-là que WaterAid pense jouer un tout petit rôle, qui est un rôle d'accompagnement, un rôle de facilitation, mais aussi un rôle de mobilisation des acteurs internationaux pour qu'ils respectent eux aussi leurs engagements.
Cette nouvelle stratégie permettra sans nul doute de consolider les acquis des phases précédentes et d'améliorer également la santé et le bien-être des enfants et leurs familles dans les zones d'intervention à travers plusieurs objectifs spécifiques. Il s'agit d'accroître l'accès durable à l'eau potable des populations pauvres et vulnérables dans les zones d'intervention, d'accroître l'accès durable des populations aux infrastructures d'assainissement de base dans les zones d'intervention, d'améliorer les connaissances et les bonnes pratiques d'hygiène pour les personnes pauvres et vulnérables et les scolaires, de renforcer la capacité des communes pour une gestion durable de la quantité et de la qualité de l'eau sur les plans écologiques, financiers et social. Je puis vous assurer de la disponibilité de notre ministère à appuyer WaterAid dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie d'intervention, qui cadre d'ailleurs parfaitement avec les priorités des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer, au nom du gouvernement et du peuple du Niger, notre profonde gratitude à WaterAid, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires au développement de notre pays, pour leur engagement à nos côtés. L'initiatrice de cette stratégie, c'est l'ONG WaterAid, une ONG active au Niger depuis 2010. Elle se bat pour un meilleur accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Atelier de formation ce matin à l'école élite de plusieurs acteurs des ONG humanitaires. Une initiative de l'Institut Biotop Développement de France pour venir en aide aux ONG dans la gestion des crises et des catastrophes. Nafis Hassan et Nasser Sedou. Ils sont tous participants à l'atelier de formation, d'élaboration et d'évaluation de projets humanitaires. Objectif, outiller les acteurs nationaux et internationaux des ONG humanitaires qui apportent les réponses aux crises et catastrophes. Cette formation s'adresse essentiellement aux acteurs des ONG nationales et internationales et humanitaires qui apportent donc des réponses aux crises et aux catastrophes. Elle vise essentiellement à les outiller à être capables d'analyser une demande initiale. Une catastrophe, une crise survient dans une communauté, la communauté fait appel aux humanitaires, eh bien, il faut qu'ils soient capables d'analyser cette demande. Ils soient capables de se préparer, partir constater qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les secteurs de la vie des groupements humains qui sont affectés, qui est affecté, comment les gens sont affectés, qu'ils soient capables de comprendre qui et qui sont en présence et quels sont les rôles et les ressources dont disposent les différentes catégories de personnes et acteurs en présence, de façon à décider est-ce qu'une réponse est nécessaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, auquel cas donc il faut parer au plus urgent, de façon à sauver des vies, de façon à réduire la souffrance humaine, de façon à limiter les pertes des biens des ménages, mais aussi à concevoir, à donner une forme à cette réponse, à planifier, c'est-à-dire définir des objectifs à atteindre, des résultats pour parvenir aux objectifs et des activités. Et donc à avoir un document de projet, par conséquent élaborer un cadre logique, ce qu'ils vont faire, mais aussi qu'ils soient capables d'identifier et de mettre en place un dispositif qui va leur permettre de suivre le projet, d'évaluer le projet. Pour le directeur général de l'Institut Élite, cet atelier est un partenariat entre Élite et l'Institut français Biotop Développement. Nous sommes en partenariat avec un institut français, l'Institut Bioforce Développement. C'est un institut en fait international qui organise des formations dans différents pays d'Afrique ou en France. Et la formation, ou plutôt les formations, accueillent les compétences de diverses régions, de divers pays africains. Là, par exemple, nous avons terminé une première session le vendredi passé où on a enregistré aussi bien des Nigériens que des étrangers. Il y avait un Centrafricain. Dans cette formation aussi, il y a des Camerounais. Donc, Bioforce lance leur formation, les candidatures se manifestent et en fonction de la clientèle, un pays est retenu pour accueillir les formations et Bioforce fait déplacer ses compétences.
C'est la deuxième vague de jeunes acteurs des ONG humanitaires venus de plusieurs pays d'Afrique que reçoit l'Institut Élite dans le cadre de cette formation en technique de gestion de crise et catastrophes. Nous en venons à présent à la partie magazine consacrée à l'analyse faite par Noufou Arzika sur les événements du 10 avril dernier. Bonne réception à vous. Au revoir. Il faut toujours voir les gens depuis leur histoire. C'est pas surprenant, je dis bien, parce que déjà en 1994, dans les mêmes conditions de discussion entre le gouvernement et les étudiants, il y avait eu un affrontement entre la police du régime de l'époque et les étudiants qui a conduit à la mort, il ne faut jamais l'oublier, à la mort de Tahirou Haruna, qui est mort le 10 mars 1994. Dans le cadre de la gouvernance de l'AFC à l'époque, Issoufou Mahamadou comme Premier ministre. Donc c'est pas la première fois qu'ils ont déjà tué des gens. Et ensuite, tout ce qui a pu se passer à leur retour, durant la première renaissance, comme ils disent, et le premier mandat, on a vu à Zander, on a vu à Gaïa, tout ce qui a pu se passer. Et aujourd'hui, encore, on renoue avec cette situation, cette fois-ci de manière plus dramatique, parce que on a l'impression que le gouvernement n'a pas en tant que tel de réponse. Il n'a vraiment pas de réponse, et la seule solution pour lui, c'est de faire la fuite en avant. La fuite en avant, c'est de chercher à provoquer une situation qui va rendre possible qu'il prenne des décisions comme celle qu'il a prise, notamment la décision de fermer le campus et de dire que les cours vont continuer et on va fermer le campus. Alors où est-ce qu'ils veulent que tous les enfants du peuple là qui sont issus des contrées lointaines et qui sont à Niamey et qui ne connaissent pratiquement personne, où est-ce qu'ils veulent qu'ils aillent? Où est-ce qu'ils veulent qu'ils aillent crècher et en même temps continuer à étudier? Cela est pour moi inadmissible. C'est une décision pratiquement, à mon avis, qui n'a pas été prise de sang-froid. Et je crois que les uns et les autres doivent revoir leur copie. Vous savez, depuis il y a 2 ou 3 semaines qu'on a entendu la déclaration du bureau politique du PNDS-Taraya, le parti s'est confondu à l'État. Parce que ceux qui étaient en train d'agir au nom du parti, en même temps, ce sont des responsables de l'État. Et ils sont des ministres de la République. Ce sont les mêmes. Ils n'arrivent pas à trouver dans le parti des gens qui n'ont rien à voir avec l'action dans l'État et qui vont s'engager au nom du parti et pour leur défense, pour agir à leur lieu et place et le faire bien. Donc, malheureusement, il faut que ce soit eux-mêmes qui soient obligés d'être devant, et même au niveau du parti, pour être dans la position de se défendre. Parce que il n'y a plus personne au sein du parti et qui soit capable de jouer le rôle en question. Vous avez vu la dernière fois, lorsqu'il y avait eu la marche de la société civile et ce qui a pu se passer, tout de suite, c'était une marche organisée par l'État lui-même, avec des ministres de la République dans la rue. Dans la rue, cela est arrivé. Vous imaginez donc ce niveau de conscience de ce que représente l'État dans la tête de ces gens-là et qui aujourd'hui est en train de nous donner ce résultat. On savait que dès lors qu'ils ont dit trop c'est trop, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils sont exaspérés, ils sont agacés, ils n'ont pas de réponse aux problèmes qui sont soulevés par les uns et les autres, que ce soit les enseignants d'un côté ou les étudiants, les élèves de l'autre. Ils n'ont pas en tant que tel de réponse à leurs problèmes. Et ils ne sont pas prêts d'accepter de réduire ce qu'on a soulevé. On avait bien soulevé le problème qu'il faut qu'ils acceptent de réduire le train de vie de l'État. Il faut qu'ils acceptent si la situation ne va pas et qu'il y a véritablement des difficultés, les difficultés doivent être ressenties par tout le monde et à tous les niveaux. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens que ça ne va pas et qu'on constate que vous avez de quoi envoyer vos enfants pour aller dans les meilleures écoles du monde et vous les financez à grands frais et avec de l'argent que vous essayez de voler à l'intérieur du système que vous gérez. Cela est pour moi inadmissible. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde le sache. Ça, c'est vraiment un drame
que nous sommes en train de vivre dans notre pays et qui mérite une réaction citoyenne pour qu'elle puisse être dans la position de ramener les gens à comprendre qu'ils ne sont pas tombés du ciel et ils n'ont pas conquis les gens par la force. Ils sont arrivés par un concours de circonstances de règles du jeu soi-disant démocratique et qui ont rendu possible qu'ils soient là. Ce n'est pas par la force qu'ils sont là. Et si c'est par la force, je ne pense pas que ce soit eux les mieux qualifiés à être donc dans la position de diriger le pays. Si c'est vraiment par la force, parce que je ne vois pas quelle est l'histoire qu'elle incarne et qui les facilite la possibilité de justifier que c'est eux aujourd'hui qui peuvent utiliser la force pour s'imposer au peuple. Ils sont arrivés, ils sont le produit du développement démocratique qui a rendu possible que ce soit, qu'on puisse avoir des situations comme ça dans le pays pour que même des gens comme eux puissent arriver au pouvoir et qu'ils soient là, mais qu'ils viennent au pouvoir pour travailler, normalement pour le peuple, pour que le peuple se sente. Mais on a vu, dans tous les cas, aujourd'hui, tout ce qui intéresse ces gens-là, nous l'avons dit d'ailleurs, je me rappelle, c'est depuis 1994 que je l'avais dit, en 1994, quand je les avais, un jour, j'avais fait une analyse critique pour dire qu'ils sont des pouvoiristes indécrottables. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Ils cherchent par tous les moyens à aller vers le pouvoir, à avoir le pouvoir et à garder le pouvoir. Et quand ils l'auront, ils seront dans la situation de mener toute forme de stratégie de combat pour être dans la position de vouloir le conserver. Donc, il faut bien que cela soit compris dans la tête de tout le monde. Il y a du quoi, aujourd'hui, être dans la situation et véritablement de s'interroger sur l'avenir très très immédiat, j'allais dire, de ce pays. Aujourd'hui, il est pour moi inadmissible qu'une telle situation arrive aujourd'hui en 2017 dans notre pays, que l'on considère que les gens, on peut tuer des étudiants comme ça et puis aller continuer ses fonctions sans problème. Et personne ne perd rien du tout, c'est fini. Non. Je pense que le président de la République doit se faire raison garder. Même le général Ali Chebou, qui était militaire à l'époque, il est un militaire. C'est vrai, il venait d'être élu président de la République. Et en 90, il était élu le 10 décembre 1989. Il a prêté serment le 18 décembre 89. Et on a eu les événements du 9 février, donc moins de 2 mois après son investiture. Mais même lui, quand il y a eu un tel événement, il a pris des mesures immédiates en termes de mesures conservatoires pour qu'on puisse être dans la position de traiter le cas de ceux qui ont commis cette bavure-là. Mais aujourd'hui, on semble nous faire comprendre que les gens connaissent tout le monde, ils savent tout et ils sont capables de trouver les formules par lesquelles ils peuvent contourner que même lorsqu'il vient à commettre des bavures aussi graves, il peut venir faire de gros mensonges comme celui que j'ai vu hier le ministre de l'Intérieur par intérim en train de raconter sa vie pour dire que le monsieur a chuté. On ne dit pas dans quelles conditions, mais on dit qu'il s'est relevé lui-même et il s'est librement remis à la police pour qu'elle le porte secours. Mais c'est tellement gros. Comment on peut avoir une telle chute et avec une telle blessure et avoir jusqu'à le temps d'agir librement ou pas? Ça m'a fait rire, parce que je sais que ce n'est pas la réalité de l'homme que je connais. Donc ça veut dire que quand on ment, ça ne marche pas. Il faut simplement être correct. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à ce méga mensonge et croire que le pays peut avancer comme ça. Ce n'est pas possible. Donc la situation là doit être clarifiée. On doit mettre en place un dispositif qui va permettre de clarifier tout ce qui s'est passé et les responsables doivent être châtiés. On ne peut plus continuer à nous dire comme 9 février, on va encore continuer à traîner. 9 février, il n'y a pas eu justice, on n'a jugé personne. Le 10 mars 94, on n'a jugé personne. On a simplement tenté de vouloir faire une sorte de dédommagement des familles. Mais c'est pas ça le plus important. C'est justement parce qu'on n'a pas sanctionné jusque-là que les gens se permettent de considérer qu'ils ont le droit, quand ils viennent dans le cadre de ces genres de choses, ils peuvent même ordonner qu'on puisse tuer les gens. Et quand on dit qu'on a violé les franchises universitaires, on a demandé, c'est avec l'autorisation, disons, à la demande du directeur. Quand est-ce qu'une affaire qui s'est passée dans les conditions que nous avons suivies là, quand est-ce qu'il y a eu tout ça jusqu'à ce que le recteur soit dans la situation d'être là en train de demander de venir intervenir pour qu'on fasse? Parce que les étudiants ont dit, c'est vrai, le comité directeur a lancé un mot d'ordre sur 3 jours.
il a invité toutes les sections à essayer d'entreprendre un certain nombre d'activités dans les 3 jours, mais sans qu'il ne puisse déterminer même une action identique à tout le monde. Et les étudiants sur le campus n'étaient même pas en train de s'organiser à faire quoi que ce soit. Ils étaient en réunion, comme ils ont dit. Ça veut dire que la police les a trouvés même sur les lieux pour les bloquer, pour même empêcher, même s'ils ont l'intention de sortir, donc qu'on puisse les confiner dans les locaux. On n'a jamais vu ça. Ce n'est jamais arrivé. Et voilà, aujourd'hui, ça arrive avec les démocrates. Bien sûr, anti-griffe. Parce que c'est comme je le dis, pendant que le journal Événement nous traitait des fossoyeurs de la démocratie, j'ai dit j'assume. Je préfère être un fossoyeur de la démocratie que d'être un imposteur. Et si c'est ça votre démocratie, une démocratie méga mensonge, démocratie formalité, juste pour faire semblant qu'on vit la démocratie alors que c'est totalement contraire aux aspirations véritables et profondes du peuple, je ne suis pas pour cette démocratie. Ce n'est pas de celle-là que nous on lutte pour la démocratie citoyenne. Une démocratie citoyenne, celle-là qui va rendre le vrai pouvoir au peuple et que ce soit l'action de la gouvernance soit une action dans le but de prendre en charge véritablement les préoccupations du peuple. Et que les citoyens puissent être dans la position de se retrouver dans les politiques publiques qui sont conçues et mises en œuvre par l'État qui est là pour eux. Mais pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que c'est absolument important que des dispositions soient prises pour que les gens soient châtiés par rapport à ça. Et même par rapport aux autres côtés, il n'y a pas que la question de ce qui est arrivé avant-hier. Mais c'est le problème de l'école tout entier qui doit être réglé. Parce que l'école aujourd'hui, vous voyez bien, les enseignants sont dans la situation dans laquelle ils sont, les élèves ne vont pas à l'école, mais on va pas quand même continuer comme ça, tout en sachant que ces gens-là qui nous gèrent, il n'y a personne d'entre eux qui a son enfant dans le système scolaire. Et actuellement, quand ils sont en train de dire qu'il n'y aura pas d'année blanche, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'année blanche pour leurs enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand les écoles privées fonctionnent, ils vont pas faire année blanche, c'est-à-dire que dans tous les cas, quelqu'un qui n'a pas été préparé ne peut pas aller à un examen. Mais comme leurs enfants ont étudié dans les écoles privées, et que les écoles privées, il faut bien organiser, par exemple, pour le bac et le BPC, il faut bien l'organiser au pays pour que ça puisse permettre aux écoles privées même de présenter leurs candidats. Alors donc, dans ces conditions, même si les enfants du peuple n'ont pas étudié dans les écoles publiques, ils vont organiser les examens, quitte à ce que les autres fassent une année qui prend toutes les couleurs, comme a dit quelqu'un déjà. Donc, cela veut dire que les citoyens doivent comprendre. C'est inadmissible cette rupture d'égalité entre les citoyens. Vous gérez un système auquel vous n'avez pas confiance, vous volez l'argent du peuple dans la gestion de ce système pour aller prendre en charge la formation de vos enfants dans les écoles privées, ici ou à l'extérieur. Et vos enfants n'ont pas de problème de formation, ils n'ont pas de problème de compétences, mais c'est les enfants du peuple qui n'ont rien appris parce que personne n'a été là pour les apprendre. Donc même s'ils disent qu'on ne va pas, j'ai entendu avec un certain ton qu'il n'y aura pas d'année blanche, l'année ne sera pas blanche. Mais justement, même s'il n'y a pas d'année blanche, qui perd? Dans tous les cas, celui qui n'a rien appris ne peut pas faire un examen pour réussir. Donc ça veut dire que ceux qui vont perdre, ce sont les enfants du peuple. Et il faut que cela soit compris pour qu'ils soient combattus, pour que tous les parents d'élèves, surtout j'ai vu les associations des parents dits d'élèves et d'étudiants là, qui sont là en train de louvoyer un peu, qui n'arrivent pas à assumer véritablement leurs responsabilités parce qu'ils pensent qu'ils préfèrent louvoyer avec le pouvoir que d'être là en train de lui dire la vraie vérité. Il est là pour eux. Le pouvoir ne fait pas cadeau au peuple quand il travaille. Le peuple, il est là pour le peuple. Il est là pour travailler pour le peuple. On gouverne pour le peuple et non l'inverse. Et quand un gouvernement investit pour le peuple, ce n'est pas un cadeau qu'il lui fait. Il est là pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc je termine en profitant de l'occasion que vous me donnez pour véritablement présenter toute ma compassion et pour tous les blessés. Et aussi présenter mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Et en même temps profiter aussi pour présenter les mêmes condoléances
aux familles des forces de défense et de sécurité dans la région de Difa, qui ont fait la dernière épreuve que nous avons suivie et pour laquelle on profite aussi pour les encourager et les souhaiter beaucoup de tenus pour le travail qu'ils font pour défendre le pays. Maintenant, aussi inviter les forces de sécurité au niveau local qu'on utilise pour faire cette action de maintien de l'ordre, qu'ils sachent qu'ils doivent le faire dans un esprit citoyen. Ils n'ont pas affaire à des ennemis. Les étudiants, les scolaires, les citoyens en marche dans le cadre de la jouissance effective de leur droit à manifestation ne sont pas les ennemis de la police ou de la gendarmerie ou de la garde nationale. Pour que les gens qui sont là-dedans, lorsqu'ils sont dans le cadre de ce maintien de l'ordre-là, vous les entendez crier avec un cri vraiment catastrophique. Quand ils blessent un étudiant, ils sont heureux de le faire. Je pense que ce n'est pas responsable. Ce n'est pas une attitude de responsable. Ils doivent corriger le truc. Nous étions là depuis quelques années en train de faire des efforts aux côtés d'ailleurs des forces de défense et de sécurité pour promouvoir la police citoyenne dans le but de les amener à être plus responsables dans leur attitude et dans leur conduite, dans la manière de gérer leur devoir vis-à-vis des citoyens, pour que les citoyens comprennent que ces forces sont là plus pour les protéger que pour les défier et puis les détruire.